bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre participation ce matin pour un sujet qui tient à cœur à Réciprocité et qu'on souhaitait partager avec vous. Je me présente très rapidement. Donc, je suis Nathalie Torres, je suis directeur régional de Réciprocité sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, un petit peu élargie sur ses franges. Et surtout, aujourd'hui, je vous parle au titre de mon rôle pour animer le réseau de l'habitat intergénérationnel dont on souhaite vous parler aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran vers un support, ça sera plus facile. Super. Alors, réciprocité, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ce sujet? Réciprocité, on est une société, ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui existe depuis un peu plus de 12 ans, dont le cœur de métier historique. Et la mission historique, c'est vraiment le montage et l'accompagnement de résidences intergénérationnelles. On me dit de monter le volume. C'est mieux? Plus fort. Depuis 12 ans, Réciprocité, on a en propre, en tant que porteur de projet, accompagné et géré presque 40 projets qui représentent un peu plus de 4000 logements. Réciprocité, c'est un peu plus de 60 collaborateurs partout en France et à peu près un peu plus de la moitié de mes collègues sont des gestionnaires animatrices ou gestionnaires animateurs qui accompagnent des collectifs d'habitants au centre de résidence intergénérationnelle ou de tiers-lieux intergénérationnels. Réciprocité, c'est aussi, depuis plusieurs années, un travail de fond en recherche académique et en études sur l'habitat intergénérationnel, notamment à travers un observatoire de l'habitat intergénérationnel. Je vous présenterai quelques données très très vite, et une mesure de l'impact social de nos réalisations d'habitat intergénérationnel. Aujourd'hui, le sujet que nous souhaitons partager avec vous, c'est une initiative que nous portons de mise en réseau des acteurs, porteurs de projets ou intéressés ou soutiens de l'habitat intergénérationnel, d'alternatives et de solutions durables pour l'habitat des personnes âgées et pour la cohésion sociale et la cohésion intergénérationnelle. D'abord, je vais vous présenter rapidement quelques éléments de contexte et d'enjeux, préciser les raisons pour lesquelles on a souhaité initier et lancer cette démarche. Et puis, je rentrerai ensuite plus concrètement dans la façon dont on envisage agir et fonctionner à travers ce réseau. Quelques chiffres, du coup. Alors, le vieillissement de la population, c'est l'évidence démographique des 30 prochaines années. Je ne reviens pas sur les projections démographiques des décennies à venir que vous connaissez tous, toutes et tous, j'imagine très bien. Mais même en allant très vite, quelques enjeux quand même en chiffres parce qu'ils nous disent et qui nous rappellent pourquoi l'habitat intergénérationnel, c'est une solution pertinente à promouvoir, à développer. Premier chiffre, 6% des logements sont adaptés au vieillissement de la population. C'est extrêmement faible, c'est très en retard par rapport à d'autres pays européens. Un autre chiffre d'ailleurs qui est intéressant, c'est que c'est des chiffres qui datent de 2013, donc c'est très ancien et ça dit quelque chose sur ce manque de connaissances, ce manque de connaissances très très récentes du sujet. C'est toujours le chiffre de référence officiel et utilisé aujourd'hui. 110 000 places d'ici 2030, là on parle de l'ouverture de places en EHPAD à taux d'institutionnalisation constant. Ce que ça veut dire, c'est que si on souhaitait permettre à la même proportion, au même volume de personnes âgées de pouvoir entrer en EHPAD et en établissements médico-sociaux, que c'est possible aujourd'hui, on devrait plus que doubler le nombre de places tous les ans dans la durée jusqu'à 2050 en production, en ouverture de places. Ensuite, d'autres éléments qui sont importants et on y reviendra et on verra pourquoi c'est significatif vis-à-vis de l'habitat intergénérationnel. Une personne sur deux aura des attitudes agistes, selon une étude, un rapport de l'OMS qui date de 2021. Et là, il y a beaucoup d'études et de documents qui documentent le fait que ces attitudes agistes, elles ont des effets qui sont avérés sur la santé physique et sur la santé mentale des individus. On parle des personnes âgées, on parle aussi des jeunes, on parle
de toutes les personnes qui peuvent être discriminées de ce point de vue-là. 1 sur 2 aussi, c'est près d'un logement social sur 2 qui sont concernés par le vieillissement à court ou moyen terme de ces locataires. Ça, c'est un rapport de Lancols qui date de 2018. Il y a pas mal de chiffres aussi sur le logement social. Aujourd'hui, près du tiers des locataires HLM ont plus de 60 ans. Et effectivement, c'est un enjeu particulièrement important pour les acteurs du logement social. Enfin, 2 millions d'aînés isolés des cercles familiaux amicaux. Et là, c'est le rapport des petits frères des pauvres, avec leur baromètre sur l'isolement qu'ils établissent, qu'ils mettent à jour régulièrement. Et ce qui est peut-être encore plus préoccupant, c'est que ce sont des chiffres qui sont en augmentation régulière. Et là, ça représente par exemple plus 122% par rapport à 2017. Je ne m'attarde pas sur les chiffres, j'y passe pas beaucoup plus longtemps. Sur l'habitat intergénérationnel en particulier, donc je vous expliquais que Réciprocité anime un observatoire pour l'instant qui est largement un outil interne de l'habitat intergénérationnel. On a réalisé et actualisé à plusieurs recensements des réalisations d'habitat intergénérationnel. Je ne vais pas aller dans le détail des chiffres et des tableaux. Vous pouvez voir qu'il y en a un peu partout en France. Hop, les chiffres qui sont en cours d'actualisation en ce moment, on est un petit peu plus de 650 résidences intergénérationnelles ouvertes que nous avons identifiées. Ça représente à peu près 35 000 logements, pour vous donner un ordre de grandeur. Parmi ces 650 projets, il y en a qui sont des magnifiques réussites et il y en a qui sont des casseroles aussi. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de projets et une ouverture de projets qui ne faiblit pas, ce qui nous fait nous dire qu'on a un vrai enjeu pour accompagner la poursuite de l'ouverture de projets, mais aussi leur impact dans la durée. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on souhaite vous parler de cette démarche réseau? Parce qu'on a une conviction, c'est que nous sommes au milieu du gué, c'est qu'il y a un chemin important qui a été parcouru depuis maintenant un moment, qui a permis de lever de nombreux verrous, d'accompagner l'institutionnalisation, il faut que je le dise doucement, sinon ça passe pas, de solutions et d'alternatives dans l'habitat pour les personnes âgées, notamment dans l'habitat intergénérationnel, mais qu'on ne peut pas considérer que on est arrivé au bout de ce chemin et que c'est satisfaisant et suffisant en tout et pour tout. Quelques chiffres très vite, quelques dates très vite. Les années 90, on a, s'agissant d'habitat intergénérationnel, des premiers projets qui existent et sous des formes très bricolées et très expérimentales. Le programme SEPIA dans le logement social d'habitat pour les personnes âgées. 2002, c'est une date significative parce que l'opération du village Génération à Saint-Apollinaire, c'est une opération qui a été très emblématique et qui a fait référence pendant longtemps, s'agissant d'habitat intergénérationnel. C'est un des premiers projets avec le rôle important d'un bailleur social, un partenariat avec une collectivité, avec une association médico-sociale, et de ce point de vue-là, il a vraiment fait référence. 2003, la canicule, c'est un temps très important aussi, puisqu'il met en lumière des enjeux, notamment des enjeux d'isolement des personnes âgées et de l'impact que ça a aussi en termes de santé. Et qui a vraiment été un tournant dans la future évolution des politiques vieillesse. 2004, création des premières associations de cohabitation intergénérationnelle en France, inspirées d'expériences allemandes. Et en 2004, dans nos recensements, on a identifié environ une dizaine de résidences intergénérationnelles qui existaient en France à cette époque-là. Vous voyez qu'on est vraiment sur des sujets qui sont très jeunes. En 2004, alors ça fait déjà 20 ans, ça passe vite, mais avec une dizaine de résidences. 2005, création du label Habitat Senior Service d'engagement social pour ceux qui le connaissent très bien. 2011, on était à 50 résidences intergénérationnelles. 2015-2017, un premier temps fort significatif juridique. La loi d'adaptation de la société au vieillissement qui, dans ses décrets de 2017 notamment, et dans ses intentions, promeut le développement d'habitat à destination des personnes âgées dans le logement social et permet, à titre dérogatoire, l'attribution de logements adaptés et dédiés à ces publics-là, notamment.
2016, on était à peu près à 200 résidences intergénérationnelles. 2019-2021, évidemment, la loi Elan, la définition d'habitat inclusif, la création, dans les suites de la loi Elan, après forfait habitat inclusif, de l'aide à la vie partagée, qui est à la fois donne un cadre, une définition juridique à l'habitat inclusif et qui apporte des financements importants à ces projets et lève ainsi un des verrous essentiels du montage de certains projets. Aujourd'hui, donc c'était 650 tout à l'heure, entre 600 et 650 résidences intergénérationnelles ont été identifiées et recensées. Et s'agissant des projets d'habitat inclusif, du coup, qui sont suivis plus facilement, puisqu'ils correspondent maintenant à une catégorie presque d'action publique, j'ai envie de dire, aussi, d'une certaine façon. Sur la programmation 2022-2029, qui est la programmation principale, 2000 habitats ont été programmés et financés. Tous ne sont pas ouverts, ils seront ouverts progressivement d'ici 2029 avec d'autres projets qui sont arrivés et un certain nombre aussi qui ont été décalés, représentant à peu près 20 000 personnes, 20 000 bénéficiaires. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on ne peut pas s'arrêter ici et se satisfaire de ce chemin dont il faut néanmoins se satisfaire? Plusieurs raisons à ça. D'abord, une très grosse focalisation aujourd'hui, du coup, dans le contexte d'une institutionnalisation à travers l'étiquette et à travers l'habitat inclusif et les financements de l'AVP sur ces sujets-là, sur certains objets, sur certaines formes d'habitat inspirés par des formes d'habitat partagé, avec des dimensions de projets de vie sociale et partagée qui a une dimension à la fois un peu idéologique et en même temps concrète qu'on soutient et qu'on partage beaucoup, mais qui peut avoir une dimension idéologique et qui ne peut pas être la seule et unique solution pour tous les à la hauteur des besoins qui sont identifiés. Un sujet important sur une forme, l'habitat inclusif qui repose sur un projet de vie sociale et partagé, évidemment, et c'est dans sa définition même, repose sur un choix des personnes âgées à vivre collectivement et à partager une vie collective. L'ANIL a fait une grande enquête récemment qui est extrêmement intéressante. Ils ont interrogé 3700 personnes âgées et les ont questionnées sur les formes d'habitat intermédiaires qui leur sont destinées. Et le retour, c'était que seuls 8% des personnes interrogées pouvaient se projeter sur des formes d'habitat partagé. Et les 3/4 ne s'y projetaient absolument pas. Si le seul choix possible, c'est ces formes d'habitat et que les autres alternatives soit sont disqualifiées, soit ne peuvent pas elles-mêmes fleurir, alors du coup, le choix, il est un peu fait par défaut. Évidemment, il y a de grosses insécurités et fragilités encore dans ce cadre-là, avec une animation par les départements qui sont très engagés, pour une grande partie d'entre eux, mais avec des stop and go, parce que tous les départements n'avancent pas à la même vitesse, avec la CNSA qui passe le relais au département, des disparités territoriales, un déficit parfois en ingénierie, des enjeux de professionnalisation, notamment professionnalisation des métiers de l'accompagnement d'habitants, collectifs d'habitants, avec des enjeux très différents selon les publics, selon les personnes qui sont accompagnées, les enjeux de financement aussi, puisque l'AVP finance le projet de vie sociale et partagée, pas forcément les frais de structure et d'autres sujets qui doivent être néanmoins financés pour que les projets existent. Et les enjeux quantitatifs, l'enquête de l'ANIL dont je vous parlais, c'est un rapport qui s'appelle Bien vivre chez soi de 2023, c'est essayer à chiffrer et en volume le besoin de production de logements adaptés pour les personnes âgées. Et
les chiffres auxquels ils arrivent, c'est 10 à 15 000 logements locatifs, abordables et inclusifs. Et quand je dis inclusif, c'est au sens d'apporter des réponses à des enjeux de prévention et d'isolement, donc avec une définition large du terme, tous les ans jusqu'en 2035. On voit qu'aujourd'hui, là où on arrive, on ne peut pas se dire, ça y est, on a l'habitat inclusif, l'AVP, et on a la solution, et on sait répondre aux enjeux qu'on a abordé en début de cette présentation avec quelques chiffres. En fait, on est très très loin du compte, et il existe aussi beaucoup de solutions, d'alternatives, de projets qui sont portés depuis longtemps par un certain nombre d'acteurs, et qui nous semblent importants de pouvoir promouvoir, de pouvoir consolider, de pouvoir professionnaliser, de pouvoir mettre en valeur et renforcer leur impact. Quand je dis ça, qu'on soit très clair, je veux absolument pas faire de l'AVP bashing. C'est une étape qui est extraordinaire et on en profite largement sur un certain nombre des projets que nous-mêmes menons et mettons en place. Simplement, le message, c'est on ne peut pas s'arrêter là. Et il y a davantage et mieux à faire. Concrètement maintenant, un réseau pour l'habitat intergénérationnel, pourquoi faire et comment? Alors on a résumé ça en 5 P, parce que c'était commode. D'abord, le premier objectif, c'est du plaidoyer. C'est de faire passer un message, c'est de prendre parole, c'est de rencontrer les décideurs, et c'est de promouvoir justement la poursuite de ce chemin d'institutionnalisation ouverte à une diversité de projets, une diversité de solutions, et qui permettent de véritablement répondre aux enjeux. Ça passe, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment aussi par l'édition de ce qu'on appelait les cahiers d'habitat intergénérationnel. Deuxième P, partage et participation. C'est un réseau pour partager, pour échanger et dans lequel on souhaite que tous ceux qui le veulent, le souhaitent, le peuvent, puissent trouver leur place. Concrètement, avec une journée annuelle pour se rencontrer tous ensemble, des groupes de travail trimestriels pour travailler sur certaines thématiques, et là, je les détaillerai aussi. Professionnalisation, troisième P, c'est un des enjeux, je l'ai déjà évoqué un petit peu. S'agissant d'habitat intergénérationnel stricto sensu, je vous ai dit qu'il y avait des magnifiques réfits, qu'il y avait aussi des casseroles, pour diverses raisons. Parfois, c'est aussi faute d'engagement, ou faute de prise d'auteur, ou faute d'avoir les moyens de développer les compétences, parce que ça pose plein de questions en termes d'ingénierie, en termes de montage, en termes de métier, en termes d'accompagnement d'habitants, etc. Et donc ça, c'est vraiment un des enjeux qui me semble important si l'habitat intergénérationnel et les autres formes d'habitat alternatives qui en partagent les enjeux doit devenir une solution mature qui apporte l'impact qu'elle peut apporter. Pluriel, quatrième P, parce qu'on souhaite que ce soit vraiment un réseau ouvert à tout type de structure, tout type de porteurs de projets. J'y reviendrai un petit peu plus tard aussi. Et pragmatique, enfin, pas de paillettes ou l'idéologie, mais de l'impact. L'idée, c'est pas de se réunir pour faire de la réunionnite ou parler d'enjeux éthérés, mais vraiment de faire avancer le schmilblick, comme on dit, en faveur de solutions d'habitat qui apportent un impact concret et qu'on vérifie auprès des personnes âgées, auprès d'autres personnes aussi, et sur les territoires. À qui s'adresse la démarche? Je disais tout à l'heure qu'on souhaite que le réseau soit très ouvert. Au centre, au cœur du projet, on souhaite construire une communauté de valeurs plutôt qu'une communauté d'objets. On souhaite s'adresser à travers cette démarche à tous les acteurs qui, par leur mission, par leur conviction, par leur engagement, contribuent ou qui souhaitent contribuer à l'existence durable, mature, comme je disais tout à l'heure, de l'habitat intergénérationnel sous toutes ses formes, mais aussi toutes les solutions alternatives qui en partagent les enjeux opérationnels, les enjeux sociaux,
Donc ça peut être des formes de cohabitation intergénérationnelle, de l'habitat senior, de l'habitat service, de logement social. Il y a énormément de solutions et de formes qui existent et qui en fait partagent exactement les mêmes enjeux opérationnels et les mêmes enjeux sociaux que l'habitat intergénérationnel stricto sensu, tel que par exemple il peut être pratiqué par réciprocité. On ne souhaite pas promouvoir l'habitat intergénérationnel de réciprocité, mais vraiment fédérer des acteurs qui souhaitent porter des projets autour de ces valeurs et autour de ces enjeux. J'ai introduit tout à l'heure les cahiers d'habitat intergénérationnel. Vous avez devant vous le numéro 0 qui était notre crash test qui a été présenté l'année dernière au congrès USH, au congrès des bailleurs sociaux à Nantes. Nous préparons la revue, le cahier numéro 1, qui sera lui-même présenté lors du prochain congrès à Montpellier à la rentrée. Et on est en ordre de marche pour produire et réaliser une revue tous les ans. La revue, elle fait une centaine de pages. Elle fera une centaine de pages la prochaine revue. Elle comporte des articles d'experts et de chercheurs avec du fond, de la prise de recul et de hauteur, des retours d'expérience aussi, il y a des sujets concrets avec des projets et du retour terrain. Son objectif, c'est de mettre en valeur les parties prenantes de l'habitat intergénérationnel, mettre en valeur l'impact des réalisations et porter un message. C'est un formidable outil qu'on a pu diffuser. On a diffusé l'intégralité ou la quasi-intégralité des 1000 exemplaires que nous avons édités, qui ont été partagés auprès de décideurs publics, auprès de partenaires sur les territoires et auprès de porteurs de projets. Comment adhérer concrètement? Aujourd'hui, Réciprocité impulse et est porteur de ce projet. Le réseau n'a pas de structure juridique et de forme juridique propre. Il s'agit d'une initiative de réciprocité. Notre objectif affiché, c'est à court moyen terme de créer une association, donc Horizon 2025. En réalité, c'est comme ça qu'on envisage les choses aujourd'hui, mais qu'on voudra justement partager avec les acteurs qui voudront faire réseau avec nous. Créer une association qui portera le pilotage et la gouvernance du réseau. J'ai presque terminé, donc je précise que d'ici 5 à 10 minutes, on aura un temps de questions-réponses et vous pourrez poser toutes les questions. Aujourd'hui, nous avons imaginé des adhésions pour des porteurs de projets qui donnent accès à la journée annuelle du réseau, une newsletter trimestrielle avec des actualités, des ressources, de la veille, etc., des retours d'expérience, et la participation à des groupes de travail thématiques trimestriels, animés aujourd'hui par Réciprocité, qui sont au nombre de 5, tels qui sont identifiés, qui peuvent être complétés. Un groupe sur les financements, c'est une thématique qui revient souvent. On a parlé avec un certain nombre d'entre vous, avec beaucoup de parties prenantes de l'habitat intergénérationnel ou de l'habitat intermédiaire partagé pour les personnes âgées. Le sujet des financements. Un groupe justement sur la gouvernance et la vie du réseau pour définir avec nous sa gouvernance, son fonctionnement, son pilotage à partir de 2025. Un groupe qui deviendrait le comité éditorial des cahiers de l'habitat intergénérationnel pour les prochains numéros. Un groupe vraiment sur les métiers, notamment les métiers d'accompagnement au terrain, parce que d'autres sujets aussi, et sur la mesure d'impact social. Ce sont des thématiques qu'on a identifiées, qui sont revenues souvent dans nos échanges avec les uns et les autres, qui peuvent être complétées ou ajustées en fonction de vos retours. Pour adhérer, pour les porteurs de projets, on a institué une adhésion à 1 750 € par an. Cette adhésion, c'est très clair, elle finance Réciprocité, du coup, parce qu'il n'y a pas de structure, donc elle permet à Réciprocité, qui est une petite structure, de lancer et d'impulser, d'initier cette démarche, parce qu'on serait évidemment incapable de le faire sur nos fonds propres ou à fonds perdus intégralement, même si on y consacre du temps et de l'énergie déjà. Deuxième type d'adhésion, adhésion soutien de l'Intergé.
pour tous les acteurs qui ne sont pas forcément porteurs de projets, qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux opérationnels, ni le besoin, ni le souhait de participer au groupe de travail thématique pour travailler les sujets, mais qui néanmoins souhaitent soutenir, s'informer, rester en contact, participer à la journée annuelle du réseau. Et là, on est sur une adhésion à 300 ou 600 euros par an en fonction du nombre de salariés. On a un troisième niveau d'adhésion qui sont les adhésions sponsors, et là qui correspondent clairement à un soutien financier de la démarche par des acteurs qui souhaitent l'appuyer. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, on aura un temps de questions-réponses, donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur les questions, ça sera vraiment l'occasion de les poser. Vous avez mes coordonnées sur cette slide. Et n'hésitez pas aussi à prendre contact avec tous vos contacts habituels sur le territoire chez Réciprocité si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez creuser, etc. Je m'arrête pour l'instant. Je vous remercie beaucoup et puis à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, une des premières questions qui a été posée, c'était quelle était la différence entre un logement inclusif et un logement intergénérationnel? Alors, logement intergénérationnel, on peut parler de différentes choses aussi. Je vais commencer par ça, parce qu'on a différentes formes d'habitat ou d'habiter intergénérationnel, que ce soit sur des formes de cohabitation, de colocation intergénérationnelle, ou des formes dans des résidences intergénérationnelles, où là, on a vraiment un immeuble avec des logements adaptés et fléchés à destination de personnes âgées et d'autres générations, et en général, souvent, des espaces partagés à destination de tous les habitants et une forme d'accompagnement et de service qui est apporté aux habitants. La colocation, cohabitation intergénérationnelle, depuis la loi Elan, enfin, et même avant aussi, elle a aussi un cadre juridique relativement sécurisé, même s'il y a toujours des questions qui peuvent se poser. Et j'ai vu qu'il y avait une mention du réseau Cohabilis. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau Cohabilis qui met en réseau tous les acteurs de la cohabitation, de la colocation intergénérationnelle et qui fait un super travail à destination de ces acteurs-là. Donc là, il y a une super ressource. S'agissant des résidences intergénérationnelles, des formes d'habitat groupées, là, pour le coup, il y a moins d'acteurs, en tout cas pas sur l'habitat intergénérationnel stricto sensu. Et donc, c'est comme ça qu'on se positionne. Évidemment, notre souhait et notre intention, ça sera de toute façon de faire des passerelles avec les réseaux qui existent et qui soutiennent l'habitat inclusif et la colocation et la cohabitation intergénérationnelle. Donc, je pense aussi au collectif Habiter Autrement, au réseau APA et les acteurs qui agissent déjà aujourd'hui pour l'habitat inclusif. Alors, logement intergénérationnel, voilà ce que c'est. Logement inclusif. Alors, logement inclusif, aujourd'hui, on a une définition juridique, ça n'existe pas, en tout cas pas pour la résidence intergénérationnelle. C'est les logements qui rentrent dans le cadre de la définition d'habitat inclusif de personnes qui souhaitent faire le choix de partager un habitat dans un contexte justement d'habitat et qui n'est pas un contexte d'établissement médico-social. Aujourd'hui, l'habitat inclusif, dans sa définition très large et dans son acception très large, peut être un chapeau dans lequel se retrouve l'habitat intergénérationnel. Donc, de l'habitat intergénérationnel est une forme d'habitat inclusif d'une certaine façon. Ça l'est tant qu'on garde une acception large. Quand on réduit l'habitat inclusif à l'AVP et qu'on en a une acceptation un peu limitée, et tout d'un coup, on peut être un peu hors cadre si on a une vision qui est très très limitée et très limitante de l'habitat inclusif ou de l'aide à la vie partagée, mais ça n'est pas forcément aussi. Et je trouve que les acteurs, y compris sur le territoire, cheminent, apprennent, évoluent beaucoup, et que les choses s'ouvrent aussi de ce point de vue. L'habitat intergénérationnel bénéficie de l'AVP. Possiblement. Voilà. Avec la limite de la façon dont les départements interprètent le cadre de l'aide à la vie partagée. Et est-ce que c'est des logements inclusifs aussi? Et dans le cadre où ça bénéficie de l'AVP, ce sont des logements inclusifs. Dans la philosophie de ce qui est l'habitat inclusif, c'est l'habitat inclusif. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que les définitions, elles ont des contours qui sont encore flous. D'autres projets ne sont pas financés ou finançables par l'AVP
souvent en raison, soit parce que le département met une focale sur certains publics et certains enjeux particuliers, soit en raison de l'argument de la taille humaine. Et puisque beaucoup de projets, l'AVP, la doctrine, et qu'elle est censée financer des projets dits à taille humaine étant définie entre 10 et 15 logements par la plupart des départements. Au-delà, souvent, ça bloque un petit peu. Donc, il y a beaucoup de projets de résidence intergénérationnelle qui sont beaucoup plus importants. Ou alors, ce qui se passe, c'est que sont financés, il y a des financements à destination des personnes âgées, sauf qu'un projet d'habitat intergénérationnel, c'est censé bénéficier à d'autres personnes, à des familles, à des mamans solo, à des jeunes, etc. Et que eux, par contre, ils sont hors scope du financement, ils sont hors scope du cadre. Il y a une question sur la notion d'habitat intergé. Est-ce que c'est un modèle défini et protégé en France? Bah non, c'est pour ça qu'on veut prendre la parole et montrer que c'est quelque chose qui est pertinent, qui a un impact. Alors, une autre question. Dans l'animation d'un habitat accompagné partagé inséré dans la vie locale intergénérationnelle, quelle place pour les activités de gestion locative conciergerie? Et est-ce qu'il est obligatoire d'obtenir la carte G ou la carte S? Alors, je risque de dire des bêtises. On peut répondre par ailleurs si on n'a pas les réponses tout de suite dans la seconde. Alors, sur le montage, alors, en fait, il faudrait parler précisément du projet, de comment est-ce qu'il est monté. Il y a une question sur le lien entre réciprocité et le gérontopole. Aujourd'hui, on a des liens avec le gérontopole des Pays de la Loire. Alors, n'étant pas sur le territoire des Pays de la Loire, je vais surtout pas développer plus parce que je risque de vous dire des bêtises sur la nature de ces liens. On a des liens aujourd'hui cordiaux avec le gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes, dans la mesure où j'ai la ferme intention depuis un petit moment d'y adhérer, mais que je ne l'ai pas fait pour des raisons de temps. Mais ça ne serait tardé. De travail qu'on a proposé, sur lesquels les gens aimeraient possiblement participer, celle qui revient, qui est la plus sollicitée, c'est la mesure de l'impact social. Donc je te proposais de réagir. Ensuite, il y a les financements et ensuite les métiers de l'habitat intergé. Donc ça, c'est les trois top sujets. Ok, super. Donc, alors, c'est très intéressant. Sur la mesure d'impact social, il y a une démarche qui a été initiée par le réseau APA et puis l'association API, qui est une association composée des petits frères des pauvres du réseau APA et de la caisse des dépôts et des consignations, vraiment sur l'habitat inclusif, avec un travail qui est en cours, réciprocité depuis maintenant pas mal d'années, 5-6 ans. On travaille aussi, et en fait on met en place, puisque c'est un travail qui est mature et qui est réalisé, une évaluation et une mesure de l'impact social de nos propres résidences intergénérationnelles. Il y a pas mal de sujets qui ont été... plusieurs acteurs et plusieurs choses qui ont été sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment un sujet fondamental, effectivement, si on veut promouvoir l'habitat intergénérationnel. Une des premières étapes, surtout si on veut parler de financement notamment, c'est quand même de s'assurer et de montrer et de démontrer l'impact qu'ont ces résidences et qu'ont ces projets. Ce dont on est à la fois assuré par nos propres mesures d'impact et puis par nos retours d'expérience. Sur les financements, c'est très intéressant aussi. Il y a plein d'enjeux, avec des enjeux différents selon les projets, les montages, selon les porteurs de projets. On a déjà échangé avec un certain nombre d'acteurs sur le sujet. Ça sera très intéressant de mettre en commun, identifier les sujets prioritaires et qui pourront être travaillés et ensuite présentés. L'idée, c'est ensuite d'arriver avec des propositions auprès des pouvoirs publics. Et dernier sujet, c'était les métiers. Ça ne me surprend pas aussi. Là, on a des vrais enjeux de professionnalisation sur le sujet. Alors, après, je vais faire de la pub d'autres choses chez Réciprocité sur notre formation, etc. Donc, je vais pas le faire tout de suite. J'ai fait un teasing. Je dois en savoir plus. Mais néanmoins, c'est des vrais sujets, ouais, effectivement. Quels sont les indicateurs qu'on suit chez Réciprocité? Alors, il faut venir au groupe de travail. Là, en 3 minutes, on n'aura pas le temps du tout de faire une présentation. Il y a un nombre assez important d'indicateurs qui est suivi.
il faudrait présenter la démarche d'ailleurs, comment on est fait. Il s'agit bien d'une démarche d'évaluation de l'impact social et pas des indicateurs d'évaluation des projets. Donc, on va vraiment voir pour les bénéficiaires quel est l'impact dans leur vie avec des méthodes d'auto-attribution, c'est-à-dire que à partir d'un temps zéro, on leur demande comment évoluer justement un certain nombre d'indicateurs qui sont nombreux, et ensuite d'attribuer ou non à l'accompagnement de réciprocité, au projet de résidence intergénérationnelle, l'évolution de ces indicateurs ou pas. Et enfin, il y a une dernière question, je pense que c'est la dernière question qu'on va prendre, c'était est-ce qu'on intervient aussi sur le registre du handicap, du TND ou autre? L'expertise de réciprocité, non. Au titre de réciprocité, notre expérience, notre retour d'expérience, notre expertise, il est vraiment sur le projet d'habitat intergénérationnel avec surtout une focale sur les personnes âgées. Il y a certaines méthodologies, certains sujets qui sont transposables. Il y a un certain nombre de projets inclusifs que nous portons et accompagnons qui accueillent des personnes en situation de handicap, mais du coup c'est toujours, alors soit c'est du handicap moteur, des personnalités réduites sur lesquelles il n'y a pas forcément d'enjeu d'accompagnement spécifique, soit sinon c'est toujours en partenariat avec des acteurs du secteur du handicap qui ont des compétences. Sur l'abus, mais en revanche, c'est voilà, les compétences, c'est pas nous qui les avons. Si d'autres personnes dans le réseau les ont, les développeront, etc. C'est, comme je disais, l'idée c'est vraiment d'être ouvert, d'être une communauté de valeurs, d'être sur des projets qui se retrouvent autour de ces enjeux et de ces valeurs-là. Et qui peuvent absolument s'adresser à des publics en situation de handicap. Mais aujourd'hui, c'est pas le cœur de l'expertise réciprocité. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir clôturer. N'hésitez pas à partager avec vos collègues et puis on revient vers vous très prochainement avec des précisions pour tous ceux que ça intéresse. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.